Mais c'est vrai que ce qui interroge dans la décision qui était celle de l'Arcom, qui est donc l'autorité qui a décidé de la non-reconduction de la chaîne, c'est que normalement le premier critère, c'est un critère aussi qui est celui de la popularité. Bonjour à tous, comme vous le savez, j'ai repris mes interviews politiques. Mon objectif, rendre la politique accessible à tous et même à ceux qui n'y comprennent rien. Aujourd'hui, je pars en immersion 24 heures avec une ministre, Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité homme-femme et de la lutte contre la discrimination. Quel est son rôle? À quoi ressemble son quotidien? Réponse tout de suite, on y va. Alors Madame la Ministre, on va en interview, c'est ça? Exactement. Chez Europe 1, c'est News. Europe 1, c'est News. Ok, Pour lancer en fait cette journée sur les assises de lutte contre l'antisémitisme. d'accord. Et puis parce que le fait d'être en matinale, ça donne un peu le là de la journée, en fait, tout simplement. C'est tous les matins les interviews comme ça? Non. C'est quand j'ai quelque chose à dire. D'accord. Donc c'est pas tous les matins. Mais là, on a quelque chose à dire. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Ça s'est bien passé? Je crois. Ouais, c'était bien, j'ai regardé, c'était C'est très vrai. bien, ouais. Bon. Très très clair. C'est toujours court. donc faut C'était arriver très à clair. Et puis maintenant, il y a aussi la pression réseaux sociaux. Oui, de ce qui va se passer après. Mais alors, ce qui va se passer après, mais de dire, si jamais on coupe 20 secondes, 30 Ouais. secondes et qu'il n'y a que ça diffusé, Ouais, c'est ça. est-ce que ça peut changer le Bien sens de ce sûr, que j'ai dit? évidemment. Donc il y a toujours ça en tête, de dire attention, si on isole 20 secondes, 30 secondes, Et vous avez- 15 secondes. Vous avez toujours la pression comme ça quand vous Oui. sortez d'une interview de savoir ce qui peut être diffusé du coup? Alors non, ça je fais attention. Nous, on fait attention à ce que nous Oui. on va diffuser Oui, bien sûr. proactivement, et ça on valide évidemment les messages, les Ouais. tweets, etc. Quand vous allez faire des médias comme ça, donc, Ouais. comme sur CNews, Europe 1, est-ce qu'il y a des médias que vous refusez ou vous acceptez tout? J'ai tout accepté, je pense, dans les propositions à partir du moment où c'est des journalistes. D'accord. C'est-à-dire que c'est des médias qui nous invitent, on est dans le cadre d'une émission, c'est des journalistes qui nous interviewent. Donc moi, j'ai pas refusé des formats ou des émissions, parce que ça permet de parler aussi à des publics qui sont différents. Bien sûr. Donc voilà, l'idée c'est d'ailleurs ça, c'est de pas aller tout le temps au même endroit, parce que sinon on parle tout le temps aux mêmes personnes. Et l'idée c'est au contraire d'arriver à diversifier. Et justement, pour parler à tout le monde, que pensez-vous de la fermeture de C8? Moi, je comprends que ça ait provoqué de l'incompréhension. Je comprends sincèrement. Ouais. On peut ne pas aimer une chaîne, on peut ne pas avoir envie de la regarder, mais c'est vrai que ce qui interroge dans la décision qui était celle de l'Arcom, qui est donc l'autorité qui a décidé de la non-reconduction de la chaîne, c'est que normalement le premier critère, c'est un critère aussi qui est celui de la popularité. Oui. Et c'est la chaîne de la TNT qui est la plus plébiscitée et la plus visible. Donc je peux comprendre évidemment que ça crée une forme d'incompréhension. Après, les médias ne sont pas propriétaires des chaînes. Il faut avoir en tête que les médias, en fait, ils utilisent gratuitement les fréquences. C'est-à-dire que c'est quand même l'argent et les moyens des Français. Et ils ont le droit d'utiliser gratuitement. Même la TNT? Exactement. D'accord. TF1, France 2, service public, etc. Ils utilisent gratuitement une fréquence. Et donc, du coup, ils ont des obligations qui sont associées au fait qu'ils utilisent ça. L'Arcom a considéré que les conditions étaient plus remplies. Mais je crois que ça crée beaucoup d'incompréhension. Oui. Parce que c'est une chaîne qui est très populaire, qui est très regardée. Et dans ces cas-là, je pense Et que est-ce ceux que qui c'est la pas regardent ne justement comprennent pas. Enlever un peu la liberté d'expression que de supprimer des... Après, je pense que les émissions qui existent sur C8 pourront peut-être exister ailleurs. Il y a d'autres chaînes au sein du groupe Canal, et donc peut-être qu'ils vont pouvoir continuer un certain nombre d'émissions sous d'autres manières aussi. Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que c'est en radio? Est-ce que c'est sur d'autres chaînes? Ça, c'est à eux de le définir. Mais oui, je comprends que ça ait créé de l'incompréhension. Mais C'est quoi voilà, la pire interview que vous avez faite? Celle qui vous a le plus mise en difficulté? c'est pas la pire interview, mais l'interview qui était pour moi la plus impressionnante, c'était quand je venais d'être députée et Jean-Jacques Bourdin m'invite dans son émission. À l'époque, il était sur BFM et RMC, et c'était une émission politique qui était un peu une consécration en fait d'aller chez Bourdin. C'était quelque chose de très important, c'était un peu un rite de passage. Donc j'étais très stressée surtout avant d'y aller, parce que je savais que soit ça se passait bien, c'est-à-dire que j'avais du répondant, j'avais du mordant, je savais répondre, soit j'étais complètement effacée. Ouais. Et là, je pense qu'il ne m'aurait sans doute pas réinvitée. Je crois que j'ai su Ça s'est bien répondre, passé. et j'ai eu un peu d'aplomb, mais j'ai eu beaucoup d'appréhension. Puis après, une fois que
voilà, une fois que ça tourne, Ouais. quelque part, une fois que le micro est allumé, une fois que l'antenne est prise, on n'a pas le choix. De toute façon, je ne pouvais pas partir du plateau, je ne pouvais pas partir en courant, donc il faut y aller. Et vous étiez député, Oui. vous êtes passé ministre. Ouais. Depuis que vous êtes ministre, est-ce que justement il y a un changement d'attitude des journalistes quand ils s'adressent à vous? Pas forcément, parce Non. que maintenant, ça fait quelques années qu'ils me connaissent. Moi, j'ai été élue en 2017. J'étais engagée déjà en politique avant, même si je n'en vivais pas. J'avais un vrai métier. Je travaillais dans une agence de com pendant plus de 10 ans. Ah ouais? Vous faisiez quoi? J'étais, on m'appelle directrice conseil dans une agence de com. Je travaillais pour plutôt des grands groupes internationaux sur les questions du numérique. D'accord. Donc ça, c'était mon vrai métier. D'accord. Et en parallèle, j'avais un engagement qui était un engagement militant, sympathisant. Et puis après, je suis devenue députée. D'accord. Et après, je suis devenue présidente de groupe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir députée comme ça? Moi, j'ai toujours eu envie d'engagement politique. D'accord. Ça s'explique pas tellement, c'est pas toujours très rationnel. Ouais. C'est comme voilà, un adolescent qui vous dit moi j'ai envie d'être médecin, il n'y a pas forcément un médecin dans la famille. Mais parce que voilà, il a envie de ça. Il a cette conviction-là. Moi, ma conviction, c'était un engagement politique. Alors, je savais pas très bien quelle forme ça pouvait prendre, ça pouvait avoir. Et puis quand j'ai fait le choix de soutenir Emmanuel Macron, assez vite, ils m'ont proposé d'être candidate aux législatives. D'accord. Et j'ai été élue en 2017, réélue en 2022, réélue après la dissolution. Ouais. Donc ça fait 3 fois que je suis élue, réélue députée. Et puis après, le gouvernement, ça dépend pas que de vous. Hein. Ouais, bien c'est un sûr, choix qui est bien fait sûr. par le président, par un Premier ministre, c'est des circonstances. Vous êtes très impressionnant. Madame la Première ministre, Madame la Ministre d'État, chère Elisabeth Borne, Madame et Messieurs les ministres, chère Isabelle Rome, cher Olivier Klein, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, notre combat contre l'antisémitisme ne pourra jamais pleinement porter ses fruits. Car entendre sans agir, c'est se résigner. Car dire sans écouter, c'est parler dans le vide. Car agir sans comprendre, c'est risquer l'inefficacité. Seule l'alliance de ces 3 exigences nous permettra d'éradiquer la haine. Je vous remercie. Je suis arrivée à Paris avant le 7 octobre 2023. Originaire de Strasbourg, où j'ai grandi, je suis venue seule ici pour étudier. Peu après mon arrivée, alors que je garais mon Vélib devant le centre Pompidou, un monument touristique et culturel fréquenté, dans le centre de Paris, à la vue de tous, un passant a vu que j'avais autour du doigt une bague avec une étoile de David. Pas spécialement grosse, mais visible. Alors que mes mains étaient sur le guidon du vélo, ce passant m'a physiquement agressée, me poussant par terre avec mon vélo qui est tombé sur moi. Il a crié sale juive et m'a donné 3 coups de pied et il est parti. Très sincèrement, et je pense en notre nom à tous, parce que vous exposez, témoigner, délivrer cette parole, je pense que c'est pas simple, mais c'est essentiel. Parce que je pense que bien plus que des discours que nous on peut porter, j'espère que les gens vont vous entendre. J'espère que ces paroles, elles vont sortir des murs de la maison de la radio et que les Français vont vous entendre et entendre ce que vous vivez. Et moi, ce qui me frappe le plus dans ces témoignages, qui malheureusement complète beaucoup de témoignages que j'ai pu recevoir, c'est vraiment le sentiment de solitude. Et c'est ça qui, moi, me rend honteuse, en fait. Me rend profondément honteuse. J'ai honte que vous soyez seul. Et l'idée, c'est d'un appel à l'action aujourd'hui. C'est pas uniquement vous entendre, c'est que ça crée un appel à la mobilisation, à la réaction et à l'action. Donc merci beaucoup à vous. On est réunis ici sur les assises de lutte contre l'antisémitisme. Je tenais à relancer ces assises de lutte contre l'antisémitisme parce que depuis le 7 octobre 2023, malheureusement, les chiffres sont là. Et au-delà des statistiques sur la question de l'antisémitisme, il y a des vies. Julia Layani, alors toi tu es une grande militante, très connue sur les réseaux sociaux, de la cause LGBT. Qu'est-ce que tu penses de tout le travail que fait Aurore Berger aujourd'hui pour cette cause-là ? Organiser un tel événement, c'est extrêmement important pour la communauté juive et pas que, pour la lutte contre les discriminations en général. Aurore, depuis le 7 octobre, fait un travail colossal sur la lutte contre l'antisémitisme, sur différents mandats qu'elle a pu avoir. Je l'ai suivie l'année dernière, par exemple, à l'organisation de la conférence internationale du droit des femmes à l'ONU. Elle en a parlé, on a assisté ensemble
au Conseil de sécurité de l'ONU lorsqu'ils ont décidé de dire enfin, 4 mois plus tard, que le Hamas avait commis des crimes sexuels sur les femmes israéliennes, donc avait utilisé le viol comme arme de guerre. Aurore a porté tous ces sujets depuis le 7 octobre 2023, donc depuis plus d'1 an. Et là aujourd'hui avec la 2e édition de ces assises, et c'est très important pour, je le répète, la communauté juive, mais pas que. Alexis et Elia, vous avez témoigné, vous êtes montés sur scène pour expliquer ce qui vous est arrivé, comment vous vivez les choses. Qui vous a contacté pour venir sur scène aujourd'hui? C'est la conseillère de la ministre. D'accord. Qui nous a demandé de témoigner parce qu'on avait subi, moi, des menaces. Moi, c'est parce que je suis parti en Israël pendant 12 jours avec Sciences Po pour avoir une autre approche du conflit directement sur le terrain. Et sans question vraiment bateau, tu es de confession juive? Non. Non, donc tu es vraiment parti pour découvrir... En fait, ce voyage existe depuis pas mal de temps et ils veulent l'ouvrir à des personnes de confession non juive. Donc ça peut être, il y avait un musulman avec nous, des catholiques, des gens comme moi qui sont athées, pour apprendre à découvrir la culture juive et plus globalement la culture israélienne. Naomi, tu as vécu quelque chose de dramatique. Tu as été spectatrice d'une agression antisémite dans le métro, c'est ça? Ouais, pas que sur une famille. Et après, tu es intervenue, tu as défendu cette famille. Tu as été prise à partie du coup par l'agresseur. Exactement. Tu as déposé plainte, tu as filmé, tu as déposé plainte. Ta vidéo est devenue virale. Je crois même que je l'avais moi-même ripostée sur les réseaux. Quel courage déjà, bravo. Merci. Et qu'est-ce qui te pousse à témoigner aujourd'hui sur cette scène des assises? C'est vrai que cette vidéo est devenue virale, elle a indigné beaucoup de monde. Et ce qui a indigné le plus, c'est le fait que personne n'ait bougé, personne n'est intervenu. Je suis la seule, moi, petite blonde, qui n'a rien demandé à personne, qui sait pas se défendre, qui sait pas se bagarrer. Mais en fait, les mots sont sortis tout seuls de ma bouche parce que c'était trop insupportable ce que j'entendais. Une famille qui se fait agresser comme ça, qui se fait insulter, des mots horribles, espèce de sale juif, sale Youda, Hitler aurait dû vous tuer. En fait, voilà, c'est sorti tout seul, j'ai filmé cet homme, je l'ai pas insulté, j'ai pas été vulgaire, je lui ai demandé de sortir du métro, j'ai dit que je porterais plainte contre lui parce que c'était inconcevable, anormal ce qu'il faisait. Et personne ne bougeait. Personne n'a bougé et même parce que j'ai eu la chance que cet homme se rassoie et sorte du métro, personne n'est venu me voir. L'homme n'était plus là, personne n'est venu me demander si ça allait. Personne. Est-ce que tu es fière d'Aurore Berger, du travail qu'elle fait aujourd'hui, parce qu'elle nous représente, elle est notre ministre, tu vois? Moi, je pense que c'est un allié de taille dans la lutte contre les discriminations en général et la lutte contre l'antisémitisme. Je ne veux pas dire que c'est une des seules, parce qu'il y a eu beaucoup de membres du gouvernement qui ont pris la parole sur ce sujet et qui se sont emparés de ce sujet, mais c'est une des plus grandes, effectivement, incarnatrices en tout cas, du gouvernement sur ce sujet, et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Merci, hein. Merci à Julia. Toi. Et merci à toi Magali. Merci. D'être cet exemple de résilience et de solidité. Et j'insiste de dire que voilà, pour les femmes, tu es un exemple. Donc merci d'exister, merci de faire ce que tu fais. Ça n'a pas toujours été facile et on sera toujours là pour te soutenir. Merci beaucoup. Merci Julia. Merci beaucoup. On vient de terminer les assises de la lutte contre l'antisémitisme. C'était extrêmement poignant. On retourne maintenant rejoindre Aurore Berger à son ministère. Vous relancez les assises contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le problème, c'est l'antisémitisme. Okay. Le problème, c'est que depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël, 42 Français quand même qui sont morts dans ces attaques, plusieurs otages, on a encore un otage français qui est retenu, on a une explosion de l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, c'est quoi? C'est des insultes, c'est des menaces, c'est du cyberharcèlement, vous l'avez vécu vous aussi, hein. C'était vous harceler, notamment parce que vous êtes juive. Et donc c'est ça l'antisémitisme, c'est pourrir votre vie au quotidien, c'est dire aussi à des Français qui sont juifs, en fait t'as pas tout à fait ta place, et puis comme t'es juif, t'es forcément responsable de ce qui se passe à Gaza. Et donc il y a une désinformation qui est massive, il y a un manque de connaissances historiques. Aujourd'hui, il y a quand même un gamin sur 20 qui pense que la Shoah est une invention. Donc 1 sur 20, on se dit oh c'est pas énorme, 1 sur 20, si on entre dans une salle de classe, ça veut dire qu'il y a 1 ou 2 élèves par classe qui se dit en France, la Shoah, ça n'a pas existé, c'est une invention des Juifs. Le pire des crimes contre l'humanité, une extermination de 6 millions de personnes sur notre continent, et des hommes et des femmes et des enfants et des vieillards français qui ont été envoyés dans les camps, qui sont des camps d'extermination et de la mort. Donc c'est ça, en fait, l'antisémitisme. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on comprenne ce qui se passe en France. Comment, aujourd'hui, en 2025, on peut en être là? Comment, en 2025, on peut accepter qu'on ait des enfants petits, hein, parce que ça se passe dès l'école primaire, les témoignages qu'on reçoit, des étudiants qui nous disent que parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils ont un nom à consonance juive, en fait, ils sont pris pour cible.
Oui. Et ça, c'est insupportable. Et en fait, ça devrait être insupportable pour tout le monde, pour tous ceux qui, là, nous regardent, nous écoutent, de se dire qu'on a des Français qui, juste parce qu'ils sont juifs, sont pris pour cible. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est mobiliser toute la société, écouter ces jeunes qui témoignent, qui ont le courage de témoigner à visage découvert sur ce qu'ils vivent, et puis surtout se donner les moyens d'agir, se dire que ça n'a pas sa place nulle part, en fait, dans la société, ni à l'école, ni sur nos campus, ni dans les grandes écoles françaises, ni dans l'entreprise, ni dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas des lieux de non-droit. Et vous avez raison d'ailleurs de porter plainte. Et je pense que c'est très important de le dire. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des centaines, des milliers parfois d'attaques, d'insultes sur les réseaux sociaux et qui disent de toute façon, je ne peux rien y faire. Oui. Non, on ne peut pas ne rien y faire. Déjà, on ne doit pas laisser passer et on peut porter plainte. Et il y a heureusement de très nombreux cas où on retrouve des auteurs et où j'espère ils seront sévèrement d'ailleurs condamnés. C'est quoi les assises ? Les assises concrètement, c'était déjà de donner la parole. D'accord. Parce que moi, ce qui m'a le plus frappée depuis que je suis ministre, je reçois énormément de témoignages. Ce ministère, c'est aussi un lieu où on m'écrit énormément, où on m'interpelle énormément, que ce soit sur les violences faites aux femmes, les violences sexuelles faites à nos enfants, la question de l'antisémitisme, de la haine en général dans notre société. Donc je suis abreuvée de ces témoignages. Et ce qui m'a beaucoup frappée sur la question de l'antisémitisme, c'est la solitude. C'est que ceux qui m'ont écrit m'ont dit, mais en fait, on se sent seul. Oui. On a l'impression qu'on parle dans le vide, que personne veut nous entendre, que personne veut nous écouter, qu'à la fin, un tag sur une porte, une insulte balancée dans le métro, tout ça, c'est pas grave. En fait, c'est grave et c'est insupportable. Donc je veux qu'on leur donne la parole, je veux qu'on les entende, je veux qu'on tende l'oreille, qu'on se dise qu'il se passe quelque chose qui est anormal en fait dans notre pays. Et puis après, nous, agir sur l'éducation, parce que moi, je suis persuadée quand même que ça reste ce qu'il y a de plus important, ce qu'on transmet à nos enfants dès le plus jeune âge comme repères, comme règles, comme valeurs, sanctionner aussi, parce qu'il y a des comportements qui sont tout simplement illégaux et qu'on doit sanctionner. Et puis aussi se poser une question un peu plus complexe, qui est de se dire, est-ce que l'antisémitisme, tel qu'on l'a toujours défini, est-ce qu'il n'a pas un peu changé ? Parce qu'on voit bien qu'on a toujours des insultes qui restent, sale juif, on continue à l'entendre, sale sioniste, génocidaire, et on sait bien que ceux qui les utilisent, en fait, ils visent des Français parce qu'ils sont juifs. Et donc, pour moi, c'est de l'antisémitisme. Et donc, je veux qu'on travaille avec les magistrats, avec les avocats, pour se dire, OK, comment on définit bien les choses pour espérer à un moment mieux sanctionner, parce que c'est inacceptable. Qui a décidé de vous nommer ministre ? Comment ça se passe, en fait ? C'est-à-dire comment ça se passe ? pour les gens qui comprennent rien à la politique, ils se disent, OK, moi... Mais nous aussi, on ne comprend pas toujours. Hein. Comment vous devenez ministre ? C'est-à-dire, c'est le président qui vous appelle et qui vous dit « Allô, bonjour ?» Il y a des circonstances qui sont différentes en fonction. Moi, c'est la 3e fois que je suis ministre. D'accord. J'ai été ministre des Solidarités et des Familles. J'étais une première fois ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Okay. Et là, je suis une nouvelle fois ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, à chaque fois, c'est des circonstances un peu particulières. Et même après à peu près 8 ans, j'ai pas toujours compris le mode d'emploi. En fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Vraiment. Il n'y a pas un guide de « j'aimerais bien être ministre, comment on fait ?» Ça n'existe pas. Donc parfois, il y a des nominations qu'on ne comprend pas, d'autres qu'on comprend, qu'on soutient moins. Parfois, il y a de la frustration. On se dit « pourquoi moi, je ne suis pas nommée ?» alors que d'autres le sont. Parfois, on est nommé et d'autres sont frustrés qu'on le soit. Donc voilà, il faut accepter que c'est des règles du jeu qui ne sont pas écrites et qui ne sont pas toujours claires parce que il faut prendre en considération quels partis politiques doivent être représentés au sein d'un gouvernement. Aujourd'hui, c'est une coalition. Donc il y a plusieurs partis politiques à représenter, garantir la parité, chose qui est évidemment très importante, entre les femmes et les hommes, les territoires aussi, on ne peut pas tous être issus de l'Île-de-France ou de Paris, heureusement qu'il y a de la diversité, des âges, etc., donc, des compétences. Ils doivent même prendre ça en compte, que de ne pas avoir des ministres qui viennent, par exemple, s'il y a, je sais pas, il y a 10 ministres qui sont excellents, qui sont très bons, mais qui habitent tous à Paris, qui sont tous parisiens, c'est pas possible. Parce que je pense qu'en termes de représentation des Français, on ne peut pas avoir un gouvernement qui ne leur ressemble pas du tout, où ils se disent, il n'y a que des vieux, où il n'y a que des jeunes, où il n'y a que des femmes, où il n'y a que des hommes, il n'y a que des Parisiens, et inversement, il n'y a personne qui habite d'autres territoires. C'est un peu un Rubik's Cube. Un jour, on m'a expliqué ça. Tu sais, former un gouvernement, c'est un peu un Rubik's Cube. Quand tu bouges une pièce, c'est tout l'édifice qui bouge. Et donc, parfois, on est dedans, parce que ça coïncide avec le bon moment, la bonne configuration, ce qui est attendu de nous, la personnalité aussi qu'on a. Puis parfois, ça correspond moins. Donc il faut comprendre ça. Et du coup, ça détend aussi par rapport à ça, en se disant que si ça arrive au bon moment. Et si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et puis voilà, ça dépend des moments. En général, c'est le Premier ministre ou la Première ministre qui appelle ses ministres sur la formation d'un gouvernement. Parfois, c'est le président lui-même. Moi, à chaque fois, c'est le président qui m'a confirmé. Donc il vous a appelé ? Qui m'a vu.
Moi, la première fois que je suis rentrée au gouvernement, il a souhaité qu'on se voit avant la nomination. On s'est vus en tête-à-tête pendant 1 heure dans son bureau. Il m'a dit voilà là où je veux que tu sois, voilà pourquoi. Et on a fait ensemble un peu cette feuille de route. Pourquoi il m'avait choisi, pourquoi dans ce moment politique-là, ce qu'il attendait de moi en tant que ministre, des conseils aussi qu'il m'a donnés sur ça veut dire quoi être ministre et c'est quoi un bon ministre. Puis ensuite, j'ai été confirmée à un autre poste, mais je suis restée au gouvernement. Donc là, c'était et le Premier ministre et le Président de la République qui, tous les deux, m'ont confirmé en disant mais voilà pourquoi et voilà pourquoi à cet endroit-là. Parce que le Président sait que ça compte pour moi. D'être ici sur les questions d'égalité, sur la lutte contre les violences. Et puis là, nouveau Premier ministre, mais le même président de la République. Et puis ils ont souhaité que je puisse revenir sur cette fonction-là. Alors vous êtes ministre délégué, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Mais quelles sont vos principales missions ? On va dire qu'il y a 2 grands blocs. Il y a un premier bloc sur la question des femmes, c'est-à-dire la question de l'égalité, égalité professionnelle, insertion professionnelle, la question des familles monoparentales, parce que c'est quand même très majoritairement des femmes. Et donc comment on arrive à avoir une vraie culture de l'égalité dès le plus jeune âge, entre les petites filles et les petits garçons, et demain entre les femmes et les hommes, parce qu'on voit qu'on n'y est pas encore, et qu'il y a un certain nombre d'inégalités qui persistent et qui font que on n'a pas les mêmes carrières, qu'on n'a pas exactement les mêmes salaires, que la parentalité, c'est pas vu de la même manière quand on est une mère ou un père, un homme ou une femme. Ça pèse sur la carrière des femmes, ça pèse pas sur la carrière des hommes. Donc ça, c'est tout le champ de l'égalité. La lutte contre les violences, parce que malheureusement, les violences, elles persistent. Moi, quand j'ai été renommée à ce ministère-là, donc on a été nommé le 23 décembre, et déjà, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il y a une première femme qui a été assassinée sous les coups de son ex-mari. Donc on avait un premier féminicide. On n'avait même pas attendu 24 heures cette nouvelle année, il y avait déjà un féminicide. Donc il y a un sujet quand même spécifique sur la question des violences, les violences dans le couple. Faire comprendre aussi ce que sont les violences. Les violences, c'est pas que les coups, c'est pas que ce qui se voit. Donc ça, c'est aussi extrêmement important, les violences sexuelles. Et puis il y a tout l'autre champ, lutte contre les discriminations. Et là, c'est la lutte contre l'antisémitisme. C'est ce dont on a beaucoup parlé aujourd'hui en donnant la parole à ceux qui subissent l'antisémitisme, la lutte contre le racisme et toutes les formes de racisme, la lutte contre les discriminations liées à l'origine, les discriminations envers les personnes LGBT aussi, dont on voit que malheureusement, elles aussi, elles continuent à progresser. Donc c'est un champ qui est très large, mais pour moi, il y a des fils conducteurs. C'est l'égalité au sens large, l'égalité pour chacune et chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, notre territoire, notre orientation, notre identité, notre sexe. Et c'est la lutte contre l'indifférence. Et alors, si vous devez vous adresser à un jeune ou une personne qui comprend rien au langage politique, qui est complètement déconnecté de ce langage si compliqué à comprendre pour les gens, des journalistes politiques, des personnalités politiques elles-mêmes, comment vous pouvez, en une phrase très simple, expliquer c'est quoi le travail d'un ministre ? Qu'est-ce que c'est un ministre ? À quoi il sert ? C'est quoi votre rôle ? Un ministre, ça sert à alerter. Ça sert à prévenir, ça sert à faire la loi, ça sert à garantir que la loi elle soit appliquée partout, pour tout le monde. Et c'est ça sans doute le plus important, c'est pas juste de voter la loi, c'est garantir ensuite qu'elle soit réellement appliquée et que tout le monde s'y conforme ou que tout le monde puisse être protégé par la loi. Donc vous contrôlez constamment. Donc nous, c'est ça notre mission, c'est de garantir que département après département, territoire après territoire, la loi, c'est la même pour tout le monde. Et que la loi, elle protège bien tout le monde. Et qu'il n'y a pas des territoires qui nous échappent, qu'il n'y a pas des populations qui n'ont pas accès aux mêmes droits. C'est ça, en fait, la question de l'égalité. Et donc oui, c'est une grande part de ce qu'est être ministre. Et puis c'est aussi de le faire savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent vous faites sans doute plein de choses, mais en fait, nous, on ne sait pas ce que vous faites. C'est ça. Et donc on a besoin de faire savoir. C'est pour ça qu'on se parle. Parce qu'à un moment, quand on crée des choses nouvelles, si les gens ne savent pas que ça existe, quand j'ai créé, par exemple, l'aide universelle d'urgence. L'aide universelle d'urgence, c'est pour les femmes victimes de violences, de manière à ce qu'elles puissent avoir une aide financière, tout de suite, qui est donnée en moins de 3 jours par les CAF, caisses d'allocation familiale. Mais si je ne dis pas partout que ça existe, celles qui en ont besoin, elles ne peuvent pas en bénéficier. Donc ma mission, c'est aussi ça. C'est de créer l'aide universelle d'urgence, de garantir que partout sur le territoire, c'est appliqué de la même manière, et de garantir qu'on sait que ça existe, et que du coup, celles qui en ont besoin puissent y avoir accès. Donc il y a un vrai travail de communication aussi. Oui, c'est essentiel. C'est un communicant aussi, du coup. On n'est pas des communicants, mais on doit communiquer. C'est pas notre principal métier, mais on doit le faire, parce que si on dit pas, si on fait pas, de facto, voilà, personne sait, encore une fois, ce qui existe. Personne n'a accès à ses droits. Il y a tellement de Français qui ignorent les droits qu'ils ont, qui ne savent pas, qui ignorent aussi parfois les devoirs. Donc il y a les deux. Il faut qu'on rappelle à un moment des règles,
parce que les règles, elles sont aussi là pour nous protéger, et puis qu'on rappelle les droits pour que les gens puissent y avoir accès. Et donc ça, oui, ça suppose de le faire savoir. Et puis le rôle de la communication aussi, c'est de valoriser les gens. Moi, je fais au moins un déplacement par semaine, parfois 2. Quand vous allez voir des gens, quand vous rentrez dans une entreprise, quand vous allez dans une association, quand vous allez dans une mairie, vous valorisez les gens. Vous dites en fait, regardez ce qui se passe sur le territoire, regardez ce qui se passe en France. Partout, il y a des initiatives. Partout, il y a des gens qui se bougent, qui essayent, qui inventent, qui créent, qui sont solidaires. Ça, il faut aussi le faire savoir parce que sinon, il y a quand même un côté peu de morosité ambiante. Où on se dit tout est en déclin, rien ne va, ou rien ne va plus. Alors qu'en fait, partout sur le territoire, il y a des gens qui se bougent et qui font en sorte que ça aille bien. Et est-ce que ce ministère-là, c'est celui que vous vouliez profondément, ou est-ce qu'il y a un autre ministère qui peut vous tenter? Si un jour on vous dit, choisis le ministère que tu préfères, lequel vous prendriez? C'est un ministère qui a beaucoup de sens pour moi. Et c'est pour ça que le président me l'a proposé, parce que il connaît mon histoire personnelle aussi sur la question des violences. Je me souviens de ce qu'il m'a dit au moment où il m'a nommé, ce qu'il m'a écrit, c'est « Je veux que tu sois un endroit qui a du sens pour toi ». Ça a du sens. De violence? Oui, j'ai connu malheureusement les violences. Ça ne veut pas dire que je suis plus légitime qu'une autre, c'est pas la question. Mais ça veut dire que ça avait d'autant plus de sens pour moi d'être là et de me battre pour que ça n'arrive pas, parce que je sais ce que ça veut dire de traverser ça. Et donc oui, ça a beaucoup de sens. Et après... Déjà, on ne choisit pas, on ne fait pas un marché en disant « moi, je veux aller là et là ». Après, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas donner le sentiment de papillonner en passant d'un endroit à un autre au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, au bout de 5 mois, parce que les gens, ils disent en fait, ils ne font pas ça dans la vraie vie. Personne ne change de job tous les 3 mois ou tous les 5 mois. Et donc après, ça crée un peu du doute, où ils disent « mais attendez, ils sont légitimes là ou là, quoi. » D'où il y a quelqu'un qui peut être à l'agriculture un jour, et puis le lendemain à l'éducation, et puis le surlendemain, il va être à l'intérieur, et puis ensuite, elle va être à l'égalité. Et puis du coup, voilà. Il faut aussi qu'on puisse avoir du temps pour faire des choses. Et j'ai vu dans votre hall, enfin dans le couloir, là, dans les escaliers, il y a les cadres et les photos de toutes les ministres, donc égalité hommes-femmes. C'est que des femmes. Est-ce que c'est un choix? C'est le seul ministère. Réservé aux femmes? Non, c'est pas réservé aux femmes. Il n'y en a pas. En vrai, moi, j'aimerais bien qu'un jour, il n'y ait plus besoin de ce ministère. C'est ce que j'ai dit la première fois que j'ai pris mes fonctions. Je dis, mais en fait, c'est un truc un peu anachronique. Enfin, en 2000, à l'époque, c'était 2024. Est-ce qu'il y a vraiment encore besoin de ce ministère? Bah oui, la réponse, c'est que malheureusement, tant qu'il y a des inégalités, tant qu'il y a des injustices, tant qu'il y a des violences, il y a besoin de ce ministère. Tant qu'il y a de l'antisémitisme, tant qu'il y a du racisme, tant qu'il y a des discriminations, il y a besoin de ce ministère parce que moi, je suis un peu une vigie aussi pour garantir que dans tous les ministères, on fasse ce travail. Mais j'espère surtout qu'à un moment, il n'y aura plus besoin. Je pense qu'un peu symboliquement, on s'est dit, voilà, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut quand même que ce soit une femme qui l'incarne. Moi, ça ne me gênerait pas du tout que ce soit un homme demain. On a des hommes qui sont très engagés, des parlementaires, des présidents d'associations, des chefs d'entreprise, qui sont très engagés sur cette question-là. Mais oui, c'est le seul ministère où il n'y a que des femmes. Il y a des ministères où il y a eu souvent d'abord beaucoup d'hommes et ça choquait personne pendant très longtemps. Là, c'est vrai que pour l'instant, c'est le seul où il n'y a eu que des femmes. Vous avez été aussi députée, ministre des Solidarités et des Familles. Du coup, quelle est la fonction que vous avez préférée? C'est des fonctions qui sont différentes. En fait, moi, je m'en suis rendu compte quand je suis devenue ministre. J'ai été 6 ans députée. Je suis élue en 2017. Je suis réélue en 2022. Je suis élue présidente du groupe parlementaire parce qu'à l'Assemblée, on est tous organisés dans des groupes parlementaires. Et donc, c'est les députés qui ont voté pour que je devienne leur présidente en 2022, députée Renaissance. Et j'ai adoré cette fonction-là parce que ça veut dire avoir la vue sur tous les projets en cours, toutes les propositions en cours et arriver à faire travailler ensemble des gens qui, parfois, n'ont pas envie de travailler ensemble, travailler avec les autres groupes politiques. Et puis, je suis devenue ministre. Et j'ai réalisé en devenant que députée et ministre, ce n'était pas du tout la même chose. C'est des fonctions qui sont vraiment différentes. C'est des manières d'agir qui sont différentes. Quand vous êtes député, vous fabriquez la loi, vous êtes plus sur du temps long. Vous avez la chance de pouvoir choisir les sujets sur lesquels vous travaillez et, pour le coup, de passer d'un sujet à l'autre. Et puis, vous avez un lien très fort aussi à l'endroit où vous êtes élu, à votre circonscription. Quand vous êtes ministre, vous avez un sujet majeur, 1 ou 2 sujets majeurs de préoccupation qui ne vous quittent jamais. Et vous avez une administration qui vous permet ensuite de garantir que ce soit mis en œuvre. Mais il y a un peu plus, je pense, la notion d'urgence. Là, encore plus maintenant, parce que la censure, parce que l'instabilité, parce qu'on se dit, bon, on est là pour combien de temps? On ne sait pas. Vraiment, on ne sait plus. On ne sait plus si c'est 3 semaines, si c'est 3 mois. 3 ans, on se dit que c'est peut-être pas réaliste. On vit au jour le jour, quoi. Un peu, On vit un peu au jour le jour. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que ça nous oblige à faire plus vite.
Et du coup, à se demander, ok, est-ce que ce que là je veux faire, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'il faut vraiment que je passe par une loi? Est-ce que je peux faire différemment? Qui sont mes alliés pour le faire? Et je pense que les gens, ils attendent qu'on ait des résultats vite. Et parfois, c'est ça qui est le plus dur en politique, c'est qu'on fait des choses, sauf que ça ne se voit pas tout de suite. Parce qu'entre le moment où on va faire une loi, le moment où on va lancer une négociation, une concertation, et le moment où ce sera dans la vraie vie des vrais gens, parfois, il se passe des mois, voire des années. Et ça, en fait, les gens, je pense que ça les rend dingues. Quand on fait l'aide universelle d'urgence, on le fait et c'est tout de suite. Et c'est maintenant déjà 38 000 femmes qui en ont bénéficié. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est que tout de suite, les gens voient que ça change, qu'il y a des résultats. Il n'y a pas juste ceux qui parlent, il y a ceux qui font et c'est tangible. Ouais. T'as pas d'horaire de travail en fait, c'est non-stop. Non, il n'y a pas d'horaire. Aucune C'est vraiment, c'est les horaires qu'on se fixe à soi-même. D'accord. Moi, j'essaie de faire attention parce que j'ai quand même une petite fille. Oui, c'est ça. Donc moi, souvent, en fait, ce que je demande, c'est prenez rien entre 18h30 et 19h30. Je fais un aller-retour. Ah, tu rentres? Ouais, je reviens. D'accord. Je fais ça souvent. Ouais. Et tu vas voir ta fille et après tu reviens voir au ma ministère. fille pour faire D'accord. les parents, quoi. Bonjour, Maman, incroyable. pour la- Elle a quel âge? Elle a un peu plus de 2 ans. Elle a Un 2 peu ans? plus- Un peu plus de Ah, 2 c'est ans, ouais. une petite. Donc elle arrête pas. Et puis là, c'est chouette, c'est le moment où voilà, elle découvre le langage, Bah elle oui. parle tout le temps. Donc oui, donc Bien sûr. voilà. Quand je sais que je vais travailler très tard, etc. Alors quand je suis en déplacement, parfois je peux pas, et ça c'est Ouais. le truc le plus dur. Parce que quand je la vois ni le matin ni le soir, je déteste ça. Ah ouais? Ah ouais, je peux pas l'avoir de la Ah, donc journée. tu coupes ta journée à un moment donné? Donc quand je suis en déplacement, j'ai pas le choix. Oui, Parfois bien tu sûr. pars très tôt et tu rentres très Bien tard, sûr. ou parfois tu Bien dors sûr. sur place, etc. Mais sinon, ouais, j'essaye D'accord. de garder quoi qu'il arrive un temps, 18h30, 19h30, Ok. pour voilà. Pas de Au week-end? moins pouvoir. Le week-end, moi, je suis encore très présente aussi là où je suis élue. Oui. C'est là où je vis, hein. Oui. Dans les Yvelines, c'est là où je vis. Alors la semaine, on se partage à Paris. Et après, je suis vraiment. Parce que les fonctions obligent à ce que je sois là tout le temps. Et après, par contre, c'est voilà, dans les Yvelines là où je suis élue, Bien sûr. où on vit. Et donc, oui, si parfois, je suis pas là. Tu trouves que le calendrier, enfin ton emploi du temps, il était plus chargé quand tu étais députée ou quand tu es ministre? Non, quand tu es ministre. Après, quand j'étais présidente de groupe, c'était hyper chargé. Ok. Parce que tu as en plus les séances à l'Assemblée nationale, les séances D'accord. la nuit. Donc ça, il y a des choses qui sont un peu des impondérables et que Ouais. j'avais. Là, après, c'est moi qui fixe. Hein. Ouais, Si bien je voulais sûr, dire, bien sûr. écoutez, je commence jamais avant 9h30 et je finis jamais après 18h. Ouais. C'est pas totalement mon tempérament. Ouais, j'ai compris. Donc, non, je commence plus tôt et je finis plus tard. Et puis tu restes tout le temps joignable. Si un jour j'avais imaginé que je Tout le temps, rentrerais tout le temps comme une joignable. ministre dans la voiture d'une ministre, À l'Élysée. à l'Élysée, Voilà. c'est incroyable. Vous nous disiez tout à l'heure dans la voiture donc que vous avez votre petite fille de 2 ans Ouais, à la Victoire. maison. Elle s'appelle Victoire? Ouais, elle Ah, c'est s'appelle très Victoire. beau. La mienne Victoria. Ah ouais, je j'en ai savais une pas. Victoria aussi. Et votre conjoint, est-ce qu'il est aussi dans la politique? Alors, il l'était. En fait, on s'est D'accord. rencontrés comme ça. Ah bon? On s'est rencontrés, ouais, parce qu'il était député. On est devenus députés tous les deux en 2017. Et à force de séances de nuit, de débats, voilà, Ça on dévie, est tombé quoi. amoureux. On est tombé amoureux, on a Même eu parti? un petit bébé. Oui, on était ensemble D'accord. au sein du groupe Renaissance et on a une petite fille ensemble. Et il a arrêté la politique? Alors aujourd'hui, il fait plus de politique. Enfin, lui, il dit pas exactement ça. Il dit qu'avec moi, de toute façon, il fait toujours de la politique. Parce que moi, Ah oui, j'amène c'est tout pas le temps la politique à la maison. Donc, il en fait plus professionnellement du tout. D'accord. Mais de fait, on en parle au quotidien. Ce qui est normal, on parle de nos métiers, on parle de ce qu'on fait dans la journée, on parle de nos projets, et donc on parle aussi évidemment de la politique. Et est-ce que c'est vrai que Roselyne Bachelot était témoin de votre mariage? Oui, mon précédent mariage, ouais. Vous êtes proches? Oui, on est resté proches. En fait, moi, j'ai été sa stagiaire. Ah bon? Ouais, quand j'étais étudiante à Sciences Po, D'accord. j'avais souhaité faire un stage parce que c'était pile la campagne, qui était la campagne de 2007 de la présidentielle. Et je voulais pas partir très loin à l'étranger parce que moi, j'avais envie de vivre de l'intérieur une campagne présidentielle. Et j'avais déjà très envie, évidemment, de m'engager, de faire de la politique. Et j'étais déjà engagée. Et donc, j'ai eu la chance de faire un stage au Parlement européen avec elle. D'accord. Et donc, ça a été une de mes premières bosses, en fait. Et on est restés très proches. Et elle continue doit être fière de voir sa faudra stagiaire lui ministre demander. aujourd'hui. Faudra lui demander, vraiment, mais ouais. oui, là, par exemple, quand on s'est battu collectivement pour que l'IVG entre dans la Constitution, on en a parlé ensemble. On a célébré cet événement d'ailleurs ensemble il y a quelques semaines parce qu'elle a organisé une grande rétrospective au ministère de la Santé puisqu'elle a été ministre de la Santé sur le sujet. Et donc c'était joli parce que c'est elle qui introduisait l'événement, moi qui le concluais.
Voilà, il y a des belles histoires aussi Ouais, bien parfois sûr. qui existent. Et vous êtes sous sécurité aujourd'hui? Alors, quand on est ministre, on a ce qu'on appelle un officier de sécurité, D'accord. c'est-à-dire quelqu'un qui vient de la police nationale D'accord. et qui est dédié sur la question de notre sécurité. Mais je sais que, voilà, mon domicile, les gendarmes y passent régulièrement pour vérifier que tout va bien. Parce que l'officier de sécurité, il ne dort pas non plus avec nous, hein, et tant mieux. Hein. Voilà, encore une fois. Mais oui, malheureusement, c'est ça qui se passe. Il y a eu un incident ici au ministère Oui. il y a quelque temps. Oui, il y a quelqu'un qui s'est introduit au ministère avec une arme couteau. blanche, avec un Ouais. couteau. Heureusement, moi, à ce moment-là, j'étais pas là. Et vous cherchez vous? Je sais pas le dire. D'accord. C'est l'enquête qui le dira. Il a été Heureusement, il a été tout de suite interpellé parce que les agents ont fait tout de suite leur travail et remarquablement. Et donc, il a été interpellé. Donc ça, maintenant, c'est pas à moi de dire. Il est en détention? Je sais pas ses intentions. Maintenant, c'est l'enquête qui va. Il a été travailler. placé en détention? Ouais. Enfin, en détention, hôpital psychiatrique. D'accord. Voilà. Je peux pas en dire plus. Oui. Mais Comment vous vivez tout ça? Vous n'êtes pas dans l'angoisse? Est-ce que ça pèse pas des fois sur votre travail? Est-ce que toutes ces menaces et... ça a vraiment commencé au moment du mouvement des Gilets jaunes. D'accord. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, on s'en souvient presque plus aujourd'hui, mais c'était des menaces constantes. Moi, j'étais jeune députée, mais j'étais un peu exposée parce que je prenais la parole dans les médias. Ouais. Et je recevais, alors sur les réseaux sociaux, j'en parle même pas, mais je recevais des lettres anonymes avec des menaces de mort, des menaces de viol, je recevais des appels anonymes. Et c'était quasiment quotidien. Mon bureau à l'Assemblée nationale, il donnait sur la place qui est devant l'Assemblée nationale. Ça s'appelle la place du Palais Bourbon. D'accord. Et je me souviens de journées de manifestations où tout d'un coup, il y avait des manifestants qui venaient directement sur le bureau. Alors, il y a des grilles autour de Oui. l'Assemblée, les fenêtres sont grillagées, mais ils se mettaient sur les grilles pour essayer de défoncer les fenêtres. On a dû faire évacuer le bureau avec aussi les gens qui travaillent avec moi. Donc, on a pris en vitesse nos téléphones, nos ordinateurs, on est sortis du bureau parce qu'ils essayaient d'entrer. Je ne savais pas que c'était moi à l'intérieur, mais il y avait cette volonté de faire du mal quand même, parce que quand on en vient à ça, c'est faire du mal, blesser, peut-être pire, des élus. On a appris avec les députés que, par exemple, les députés n'étaient pas salariés, ils recevaient une indemnité. Ouais. Le ministre, c'est comment? C'est pareil. Ah, c'est une indemnité aussi? C'est pareil, ça D'accord. s'appelle. Après, c'est du salaire parce qu'on paye des impôts Oui, dessus. bien sûr, oui. Évidemment, on paye de l'impôt sur le revenu, etc. D'accord. Donc c'est la même chose. Mais c'est une indemnité qui est fixée dans la loi, en fait, pour les députés, pour les sénateurs, pour les ministres. Voilà. C'est Et comme les ça que tranches c'est organisé. du coup, d'indemnité dépendent du ministère que vous avez. Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur reçoit la même indemnité que vous? Oui, on reçoit la Ah, même. vous En recevez fait, tous la il même- y a les ministres et les secrétaires d'État. Là, aujourd'hui, au gouvernement, il n'y a plus de secrétaire d'État, il n'y a D'accord. que des ministres. D'accord. Et donc, on reçoit tous la même indemnité, hommes et femmes. Ça, pour le coup, il n'y a Pareil, pas de ok. différence et c'est l'avantage. Et c'est public. Et évidemment, après, on paye ensuite des impôts comme tous les Français. Il n'y a On a le droit pas de savoir d'avantage. combien On gagne 9 000 € bruts. D'accord. Et donc après, ça dépend de la composition de la famille, etc. D'accord. Donc moi, ça ferait 7 000 € net D'accord. en tant que ministre. D'accord. Je sais que ça représente beaucoup d'argent pour beaucoup de gens. Après, il y a énormément de responsabilités et il n'y a de pas d'heure. responsabilité, il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire, mais je ne me plains pas. Évidemment, Oui, ce bien serait sûr, bien totalement sûr. indécent de se plaindre. Bien sûr. Parce que je sais que c'est beaucoup d'argent pour la plupart des gens, sans doute, qui nous regardent. Mais du coup, important de le dire, c'est que si demain, il y a une dissolution du Ouais. gouvernement, Ouais. il n'y a pas de chômage non plus. Vous Alors- vous retrouvez du jour au lendemain avec zéro. Alors, il y a des situations un peu différentes en fonction de qui on était avant. D'accord. Si vous étiez fonctionnaire, vous pouvez retrouver l'emploi D'accord. que vous aviez comme pour n'importe quel fonctionnaire. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais moi, je suis députée, j'ai été élue. D'accord. Donc en fait, quand un député devient ministre, il y a son suppléant Oui. qui va siéger à sa place à l'Assemblée nationale. Oui. Si on n'est plus ministre, un mois après, on retrouve notre siège à l'Assemblée nationale. C'est plus notre suppléant qui a le droit de Oui, siéger. c'est vous. Donc ça veut dire que moi, je ne serai pas au chômage parce que je redeviens députée. Par D'accord. contre, j'ai un certain nombre d'anciens collègues qui ont été ministres, membres du gouvernement et qui n'étaient pas députés ni fonctionnaires. Et dans ces cas-là, ils ont 3 mois d'indemnité et après, c'est zéro. Ok. Après, ça s'arrête. Il Ok. n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Et il faut arrêter le fantasme, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent sur les avantages des ministres, les avantages des députés. Nous, c'est vrai qu'on a une équipe, mais une équipe qui travaille avec nous et qui travaille pas juste pour moi, qui travaille pour le ministère, qui travaille pour que les sujets dont on a parlé avancent, Bien sûr. évidemment.
Et on n'a pas d'avantage, si vous voulez. Je peux pas me balader où je veux gratuitement. J'ai pas des billets de train gratuits. J'ai pas des billets d'avion gratuits quand je me déplace et que c'est pris en charge par l'État, c'est parce que je fais un déplacement, que je me rends dans un autre département, etc. Et ça, je pense qu'il y a là aussi beaucoup de fantasmes aussi sur notre vie quotidienne. Elle est beaucoup plus normale et heureusement. Alors nos métiers, nos fonctions, elles sont anormales. De facto, voilà. On n'est pas très nombreux et voilà, elles sont un peu exceptionnelles ou anormales. Mais après, ma vraie vie, c'est une fois que j'aurai fini cette interview, c'est de finir de travailler avec mon équipe, c'est de rentrer chez moi pour m'occuper de ma petite fille, et puis c'est de faire des choses normales en fait que n'importe quel parent fait le soir, en fait, tout simplement, et heureusement. Le Premier ministre, lui, par contre, il a plus d'avantages, l'indemnité plus élevée ou il a une indemnité plus élevée. Le président de la République aussi a une indemnité plus élevée, mais il n'a pas plus d'avantages. D'ailleurs, le Premier ministre actuel, il ne vit pas à Matignon. Elisabeth Borne non plus, elle ne vivait pas à Matignon. Ils ont continué, Michel Barnier non plus, ils continuent à vivre chez eux, là où ils ont leurs habitudes, là où ils ont leur famille, tout simplement. Le président, pour des raisons évidentes de sécurité, ça n'existe pas. Pas un choix, c'est juste que c'est absolument impossible en fait pour lui. Et d'ailleurs, quand on occupe des appartements de fonction, on paye la taxe d'habitation, enfin des choses normales. On doit tout déclarer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'accepter. Si demain il y a quelqu'un qui m'envoyait 3 caisses de champagne, je dis écoutez, c'est très gentil, mais j'ai pas le droit de recevoir ça. Et on a des règles très strictes. Et heureusement d'ailleurs qu'on doit suivre. Cet après-midi, vous êtes allé à l'Élysée. Ouais. Qu'est-ce que vous y avez fait? Alors, on était reçus par le président de la République pour le prix Ilan Halimi. Ça fait 19 ans qu'Ilan Halimi, ce jeune homme, a été pris pour cible et a été assassiné parce qu'il était juif. Parce que, comme il était juif, on pensait qu'il avait de l'argent. Il a été séquestré, il a été torturé. Ça a duré des jours, 24 jours. Absolument épouvantable. Et donc, on a créé un prix pour que des lycéens, pour que des étudiants, des collégiens se mobilisent sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et j'avais proposé au président de la République que la remise du prix puisse avoir lieu à l'Élysée, mais surtout que ce soit lui qui remette ce prix, parce que l'idée c'était aussi de mettre à l'honneur cette jeunesse-là, cette jeunesse qui se bouge, qui s'engage, qui laisse pas passer, qui est pas indifférente, et c'est ce qu'il a fait. Et c'était très chouette parce que on avait des projets très différents qui ont été récompensés, et on avait des gamins qui venaient de partout en France, qui sont venus, qui venaient de Marseille, qui venaient du Loiret, qui venaient de la région parisienne, qui étaient très fiers parce que venir à l'Élysée, ça compte. Recevoir un prix du président de la République, ça compte. Puis j'espère que ça va donner envie à d'autres jeunes de s'engager à la prochaine édition du prix Ilan Halimi. Je vais vous poser des questions tac au tac. Quel est le groupe le plus dangereux selon vous à l'Assemblée nationale? Il y en a 2, LFI et le RN, pour des raisons différentes. Quel est le meilleur député actuellement selon vous et pourquoi? Je peux me faire que des copains, il y en a plusieurs. Pierre Cazeneuve. Pourquoi? Nouveau député, élu en 2022, très talentueux, très intelligent, habile, et puis qui a beaucoup de conviction et de courage. Et quel est le pire député selon vous? Et pourquoi? Il y en a une collection. Vous prenez un paquet de députés LFI. Et puis vous choisissez. Pourquoi? Parce que c'est de l'outrance permanente, parce que c'est de l'insulte, parce que c'est de la menace, parce que c'est du harcèlement. Et puis parce que grâce à eux, il y a le RN qui est en train de monter. Et le RN peut leur dire merci. Quelle qualité est indispensable pour être un bon ministre selon vous? Être travailleur. Si vous pouviez représenter un autre groupe politique pour un jour, lequel choisiriez-vous? Aucun. Que celui-là? Je resterai dans le mien parce que j'y suis par conviction. Y a-t-il un parti avec lequel vous ne travaillerez jamais? Je suis ministre. Donc moi, quand j'organise des réunions au ministère, j'invite tous les députés. J'invite tous les groupes politiques parce que c'est pas à moi de faire le tri. C'est aux Français de choisir à qui ils ont envie de faire confiance. Donc ça veut pas dire que je suis d'accord avec eux, ça veut pas dire que j'adhère à ce qu'ils disent, mais ça veut dire que je suis républicaine et que je prends acte, en fait, tout simplement du vote des Français. Y a-t-il un député ou un ministre pour lequel vous avez une admiration secrète? Une admiration secrète? Non, je crois qu'il n'y a rien de secret. Je crois que les gens savent ce que je pense d'eux, parfois un peu trop. Je suis parfois trop cash, peut-être. Certains ont pu me le reprocher. J'ai des amitiés très solides. Des gens qui sont devenus des amis. Guillaume Casbarian, c'est le parrain de ma fille. On s'est rencontrés aussi en politique. Il a été ministre, il est aujourd'hui député. Je pense qu'il redeviendra ministre parce que c'est quelqu'un aussi d'extrêmement talentueux. Donc non, je pense que les gens que j'aime le savent, les gens que j'aime pas le savent aussi. Quel est le moment le plus marquant que vous ayez vécu dans votre carrière? La constitutionnalisation de l'IVG. Moi, je me suis battue pour ça. J'ai déposé une proposition de loi pour ça quand je suis redevenue députée en 2022 parce qu'il y avait eu ce changement aux États-Unis où les femmes prenaient le risque de ne plus avoir accès à l'IVG. Aujourd'hui, il y a des millions de femmes aux États-Unis qui n'ont plus le droit d'avorter. Qui n'ont plus le droit.
Elles risquent la prison si elles le font. Les médecins risquent la prison si jamais ils leur permettent tout simplement d'avoir accès à l'avortement. Aux États-Unis et puis dans un certain nombre de pays européens. À Malte, vous n'avez pas le droit d'avorter. En Pologne, c'est extrêmement restreint. En Italie, aujourd'hui, quand vous allez pour avorter, vous avez des militants anti-avortement qui ont le droit d'être jusque derrière la porte pour vous harceler et pour espérer que vous changiez d'avis. Et donc, quand moi, j'ai proposé au président de la République et à la première ministre, c'était Elisabeth Borne qui était première ministre, de dire « Ok, il faut qu'on change la Constitution », personne n'a cru que ce serait possible. Il y a tous ceux qui disaient « Ça sert à rien ». Si, ça sert, ça protège pour l'avenir. Mais surtout, on s'est dit que ça n'aboutirait pas. Et en fait, on a réussi. 2 ans après, j'étais ministre de l'égalité, j'ai défendu ce texte au Parlement, à l'Assemblée nationale, et puis le Congrès, ça arrive rarement qu'on réunisse le Congrès, c'est-à-dire il y a l'Assemblée et le Sénat ensemble à Versailles, château de Versailles, dans une salle particulière à Versailles, et les députés ont voté, les sénateurs ont voté, et très largement, et ça a envoyé un message au monde qui est magnifique. Quel est le meilleur président que la France ait connu selon vous? Forcément le nôtre aujourd'hui. Okay. Et quel est le pire président? Je ne jugerai pas là-dessus. Il y a des gens avec lesquels j'ai des désaccords politiques majeurs. J'ai des désaccords politiques majeurs avec François Hollande, mais je reconnais aussi que pendant son mandat, la France a traversé des attentats terribles et qu'il a su nous représenter avec beaucoup de dignité à ce moment-là. Donc, puis c'est les choix qu'à un moment les Français ont fait. Après, ils ont pu changer d'avis. Ils changent souvent d'avis. Il faut arriver à vivre avec. Mais je crois que chacun a essayé de faire du mieux qu'il pouvait à chaque fois. Et quel est le meilleur Premier ministre que la France ait connu selon vous? Moi, je vais parler de ceux avec lesquels je travaille. Et c'est vrai que moi, j'ai un lien particulier avec Elisabeth Borne. Parce qu'on a tellement travaillé ensemble. Et voilà, c'est une vraie femme d'État. C'est-à-dire quelqu'un qui pense d'abord à l'intérêt général. Et ça, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire de la politique. Seriez-vous pour un ministère des réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que le ministère actuel, parce que je sais ce que vous allez me dire, tout le monde me dit la même chose, c'est quoi il y a le ministère du numérique, etc. Mais en étant vraiment spécialiste dans les réseaux sociaux, ce ministère, il n'est pas du tout... Enfin, c'est ce que je pense et c'est ce que énormément d'influenceurs pensent. C'est pas encadré, enfin, c'est pas... C'est compliqué. Enfin, je veux dire, c'est comme s'il n'y avait pas de ministère. Enfin, si, je pense qu'il y en a, mais en fait, il y en a plusieurs qui s'en occupent. C'est-à-dire qu'il y a le ministère de l'économie qui va s'en occuper, qui va réguler sur la question du numérique. Il y a le ministère de l'Intérieur, parce que Pharos, qui est le lieu justement pour alerter, pour signaler, c'est le ministère de l'Intérieur. Il y a le ministère de la Justice aussi. Parce qu'à la fin, c'est d'abord les règles qu'on se donne. Oui. Donc je ne sais pas s'il faut tout rassembler en un, ou s'il faut surtout garantir, un peu comme moi je le fais, que partout, dans tous les ministères, on prenne en charge cette question-là. Et qu'on prenne en charge la question des écrans, les effets aussi que ça a délétères sur les enfants, sur les adolescents, sur leur santé mentale, sur leur sommeil, sur leur capacité d'attention. Ici, les effets mais dévastateurs du porno. Et c'est pas un truc réac, ou ringard, ou de nana mal baisée de dire ça, hein, pour reprendre les termes que j'ai pu lire. C'est qu'à la fin, on a des millions de contenus accessibles en quelques clics à des gamins de plus en plus jeunes, et que ça détraque complètement, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de voir, et parce qu'ils sont persuadés d'ailleurs que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Donc oui, là-dessus, ça veut dire qu'à mon avis, il faut que chacun s'en occupe. Mais donc il y a des choses à faire quand même là au niveau des réseaux sociaux. Ah bah c'est une certitude. Moi, je crois beaucoup à la proposition sur la majorité numérique. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des règles. Et que nos enfants, nos adolescents, il y a des moments de vie où on doit pouvoir avoir accès à des choses et d'autres où il ne faut pas. Parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas mûr, parce qu'on n'est pas mature, parce qu'on ne sait pas réagir. Parce que du coup, ça les expose et ça les surexpose à tout ce dont on a parlé. La question des violences, la question du harcèlement. Et donc là-dessus, oui, je pense qu'il faut qu'on avance. Merci beaucoup, du coup. Merci à vous. Pour votre transparence. Vous nous avez emmenés un peu partout. On vous a suivi. Vous avez vécu une vraie journée, là. Une journée de ministre. Donc, ça fait plaisir. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous faites, pour vos combats. Et merci de nous avoir reçus. Et j'espère que tout ce qu'on a pu faire dans cette journée, entre le prix Ilan Halimi, entre les assises de la lutte contre l'antisémitisme et tout le reste, portera ses fruits très rapidement. Mais au vu de votre énergie, je n'en doute pas. En tout cas, j'ai rarement vu une femme aussi déterminée d'avancer. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Et à très vite. On se reverra peut-être au ministère des Réseaux sociaux. Peut-être.